Concours de la médecine de physique pour l'année 2021. Une lame vibrante horizontale fixée à l'extrémité S d'une corde élastique génère le long de celle-ci une onde progressive sinusoïdale de célérité V. Le mouvement de S débute à l'instant T0 égale à 0, c'est-à-dire à partir de ce point-là. Figure 1 et 2. Ci-dessous représente l'élongation d'un point M de la corde, situé à la distance D de S, et l'aspect de la corde à l'instant T1, qui est égal à 0,6 secondes. Le fond d'onde se trouve à l'instant T1 à la distance SF, qui est égal à 80 cm de S. Donc les valeurs de la longueur d'onde, de la célérité de propagation de l'onde, le long de la corde, donc Q est égal lambda, Q est égal V. Donc, d'après la figure 2, on constate que SF, elle contient deux lambda, deux longueurs d'onde. C'est-à-dire que lambda est égal à SF divisé par 2. 80 cm sur 2, ça fait 40 cm, ça fait 0,40 mètres. V, M, un point se trouvant à une distance D de S. N'importe. Donc, il peut se trouver ici, ou bien ici, ou bien ici. Mais il y a tout simplement une distance S, mais tout simplement, la distance séparant S avec M, c'est D. Donc, SM qui est égal à D est égal à V fois T. Donc, ça, c'est pas ça, c'est SF. Ça, c'est SF, c'est pas SM. Ça, c'est SF. V est égal à SF. C'est SF qui est égal à 80. SF sur T, 1 moins T0. Et SM, c'est V, la valeur trouvée ici, qui multiplie la période. Donc, pour calculer SM, c'est la vitesse qui multiplie la période. Et la période ici, d'après la figure 1, la période ici, c'est, ça fait 4, 4, ça fait 8. 8, 10 moins 2. Donc, SM est égal à 5, qui multiplie 8, 10 moins 2, donc est égal à 0,4 mètres. Maintenant, l'élongation du point M de la corde par rapport à la source S, c'est-à-dire YM de T, est égal à YS, avec quel déphasage? Donc, on a D égale à 0,4. Et lambda est égal à 0,4. C'est-à-dire que SM sur D est égal à 1. C'est-à-dire que S et M vibrent en phase. Elles sont en phase. Avec un retard de phase tau. Ici, c'est la distance ici, qui est égale à 8, 10, moins 2. Donc, il y a un retard de phase. C'est-à-dire que le point M, il vibre après la vibration de la source S. Donc, d'où YM, c'est-à-dire l'élongation de M au fil du temps, est égal à l'élongation de la source à l'instant T moins 8, 10, moins 2.
Deux sondes E1 et O2 se trouvant sur la même position émettent au même instant des ondes ultrasonores de même fréquence, respectivement dans l'air et dans l'eau. Dans l'air et dans l'eau. De mer, le capteur R1 capte les ondes se propageant dans l'air et le capteur R2 capte les ondes se propageant dans l'eau de mer, soit delta T, le retard temporel des ondes reçues par R1 par rapport à celles reçues par R2, pour une valeur de D qui est constante. Donc la distance séparant l'émetteur avec les deux récepteurs, c'est D. La courbe de la figure 2 représente les variations de delta T en fonction de D. On note VA, donc ça c'est la vitesse de propagation des ultrasons sur l'air. Et VE, c'est la vibration des ondes dans l'eau de mer. Donc on donne VA, on donne ces rapports et ces valeurs-là. Donc on veut le retard temporel delta T, c'est-à-dire le temps écoulé entre les émetteurs et les récepteurs. Donc, les ondes ultrasons ont même fréquence dans l'air et dans l'eau, d'après l'énoncé. R1 capte les ondes dans l'eau, R2 capte les ondes dans l'air. R1 et R2 se trouvent à une même distance des émetteurs E1 et E2. VA, c'est la vitesse de propagation des ondes dans l'air à l'instant T1. Et VE, vitesse de propagation des ondes dans l'eau à l'instant T2. Maintenant, on cherche la différence. Donc, on a VA, c'est D sur T1, et VE, c'est D sur T2. Donc, on en déduit T1, c'est D sur V1. On en déduit que D est égal, on en déduit que T1 est égal à V. On en déduit que T1 est égal à D sur VA, et T2 est égal à D sur VE. Donc, la différence, delta de T, est égale à la différence, c'est-à-dire D sur VA moins D sur VE. Donc, je mets la valeur absolue ici parce que je ne sais pas quelle est la valeur qui est positive. Est-ce que c'est 1 sur VA qui est plus grand que 1 sur VE ou bien le contraire? Donc, rien à mentionner dans l'énoncé. Donc, on va trouver que delta T est égal à, par exemple, à ce rapport-là. Si on écrit comme ça, c'est-à-dire qu'on sait que VA égale à 340. Donc, d'après cette écriture, il faut que VE soit supérieur ou égal à VA. Donc, il faut qu'on trouve que VE est supérieur à VA. On va prendre delta T est égal à D facteur de 1 sur VA moins 1 sur VE avec VE supérieur ou égal à VA. Donc, on nous demande de calculer VE. Donc, d'après les solutions proposées, on voit que les valeurs ici sont plus grandes que VA. C'est-à-dire que cette expression, elle est juste. Donc, on a cette relation-là et on a la courbe. Donc, la courbe ici, c'est delta T est égal à A fois D, car elle passe par l'origine. C'est une droite linéaire. Donc, on calcule tout simplement le A. Donc, ça, c'est le coefficient directeur de cette droite. Donc, on va prendre 2 points. Par exemple, ici, ça, c'est 2,27 et 1.
Donc ça, c'est 2,27 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3 sur 1. Donc on trouve donc delta T sur D. Delta T sur D, c'est A. Donc est égal à 2,27 10 moins 3 sur 1. Donc, ce valeur-là, 2,227, pourquoi j'ai le pris? C'est pas au hasard parce que il y a des données ici. Donc on a ici 2,27. Donc c'est-à-dire que 2,27, 2,25, donc est égal à, donc delta T sur D, delta T sur D, c'est 1 sur VA, donc est égal à 1 sur 340 moins 1 sur VE. Donc on en déduit le 1 sur VE, puis on déduit le VE. On va trouver qu'il est égal à 1492. Donc c'est simplement ça, ce sont ce qu'on appelle les astuces pour utiliser ces relations-là. On éclaire une fente de largeur A par une lumière monochromatique de fréquence N émise par un laser. La figure de diffraction est observée sur un écran placé à une distance D de la fente. La largeur de la tache centrale notée L. Avec un laser émettant une lumière verte de fréquence NV, on obtient une tache centrale de largeur LV. Avec un laser émettant une lumière rouge de fréquence NR, on obtient une tache centrale de largeur LR. Donc, θ, il est tellement petit, de telle façon que tangente θ est à peu près égale à θ. Donc, la valeur de la tache centrale avec la lumière rouge, c'est-à-dire qu'elle est égale LR. Donc, le laser vert a une fréquence LV. Le laser est une tâche LV. Le laser rouge a une fréquence NR et une tâche LR. Donc, on a l'équation qui gère la diffraction. C'est-à-dire θ est égal à lambda sur A qui est égal à L sur 2 sur D. Et lambda est égal à V sur N. Donc, V
sur, donc on va remplacer lambda par V sur N. Donc, pour la lumière verte, on aura donc V sur NV fois A est égal à LV sur 2D. Et pour la lumière rouge, on aura V sur NRA est égal à LR sur 2D. Donc, on va diviser ce terme-là par ce terme-là. Donc, on simplifie ici. Elle reste LR sur LV est égal à NV sur NR. Donc, LR est égal à NV sur NR qui multiplie LV. Donc, on a déjà le NV, le NR et le LV. On peut déduire le LR. Donc, il est égal à 9,7 nanomètres. L'écart angulaire pour la lumière rouge et l'écart angulaire pour la lumière verte sont liés par la relation, donc la relation entre N, donc la relation entre θR et θV. Donc, on a θR est égal à LR sur 2D. Donc, de la même, θV est égal à LV sur 2D. Donc, le rapport θR sur θV est égal à ce terme-là sur ce terme-là. Donc, est égal à ceci. Et ça, on vient de voir que LR sur LV, ce n'est rien d'autre que NV sur NR. Donc, on a les valeurs de NV et de NR. Donc, on déduit que le θR est égal à θV qui multiplie 1,13. Donc, c'est ça la réponse. Le plutonium Pu 238 94, c'est un radioactif alpha, c'est-à-dire l'ion de l'hélium. Donc, un échantillon de plutonium contient à T0 un 0 noyau de plutonium. On note ND, le nombre de noyaux de plutonium désintégrés à l'instant T. La courbe ci-contre représente les variations de dND sur dt en fonction de ND. Donc le noyau obtenu par désintégration de plutonium Pu 238,94 de quel type qui est, parce que ça c'est l'uranium, et dans l'uranium, mais ça ce sont des isotopes de l'uranium, ça c'est le Neptune, ça c'est l'Armstrong, ou bien ça c'est l'américain, ça c'est américain. Donc ça c'est facile puisqu'on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle la loi de Soddy. Donc on a le plutonium et se désintègre alpha, donc alpha c'est l'hélium 2,4. Donc il y a conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masse. C'est-à-dire A plus 4 est égal à 238 et Z plus 2 égale à 94. Donc on déduit A égale à 234 et Z est égal à 92. Donc ça nous donne l'uranium.
Donc, la valeur de la constante radioactive, c'est-à-dire quoi est égal lambda. Donc, on a le 1, 0, c'est le nombre de noyaux de plutonium à l'instant T égal à 0. 1D, le nombre de noyaux de plutonium désintégrés à l'instant T différent de 0. 1 de T, le nombre de noyaux de plutonium restants, ce qui reste. Donc, 1 de T est égal à 1, 0. Donc, 1, 0 est égal à 1 de T plus 1 D de T. Donc, ce qui reste plus ce qui est désintégré est égal à ce qui a été mis à l'instant T égal à 0. C'est-à-dire que 1D, c'est 1, 0 moins 1T. Et 1T, c'est 1, 0, l'exponentielle de moins lambda de T. Donc, on aura donc 1D de T est égal à 1, 0 moins 1, 0, l'exponentielle de moins lambda de T. On va mettre 1, 0 en facteur, on a cette expression-là. Donc, la dérivée de cette expression-là, ça nous donne D de ce terme-là est égal à D de ce terme-là. C'est-à-dire D de 1, 0 moins 1, 0, D de l'exponentielle de moins lambda de T. Donc ça, c'est une constante, c'est égal à 0. Et ça, c'est, puisqu'il y a le moins avec le moins, c'est plus. C'est lambda, 1, 0, l'exponentielle de moins lambda de T, dt. Donc on va diviser D de n dt par dt, elle reste ce terme-là. Et ce terme-là, on la connaît. C'est-à-dire que 1, 0, E moins lambda de T, ça, c'est 1 de T. Et 1 de T est égal à 1, 0, moins 1 D de T. Donc, ceci va nous donner cette expression-là. Donc ça, c'est l'expression E. Ça, c'est l'expression déduite à partir de la radioactivité, la notion de radioactivité. Maintenant, on va chercher une relation qui provient de la courbe ici. Donc on a la courbe ici, c'est une droite d'équation A nd plus D. Donc dnd sur dt est égal à 1 nd plus D. Donc tout simplement, donc, pour t égale à 0, on a ça, c'est 6, 10 à la puissance 10, ça c'est D. Et à l'instant, par exemple, 2, 10 à la puissance 20, on a dnd sur dt est égal à 1 fois 10 à la puissance 10. Donc on a déduit le A, on a le B, donc on a cette équation-là. Donc on a deux équations. Donc on a cette équation ici et cette équation-là. Donc la comparaison des deux équations va nous donner lambda est égal, puisque le terme qui multiplie par nd, c'est lambda. Moins lambda nd, c'est moins 2,5, 10 moins 10 nd. C'est-à-dire ça, c'est lambda. Et reste à trouver 1, 0, donc c'est facile. Donc 1, 0, lambda 1, 0 est égal à 6, 10 à la puissance 10. Donc si on veut 1, 0, tout simplement, c'est facile à trouver.
Donc la valeur du nombre du noyau de plutonium présentant à l'instant t égal à 0, c'est-à-dire 1, 0. Donc c'est facile on connaît donc lambda 1, 0 est égal à 6, 10 à la puissance 10. Donc d'après cette équation-là, on a donc lambda 1, 0 est égal à 6, 10 à la puissance 10, c'est-à-dire que 1, 0 est égal à 6, 10 à la puissance 10 sur lambda, sur cette valeur-là. Donc on va trouver qu'il est égal à 2,4 10 à la puissance 20. La durée nécessaire pour que la désintégration de la moitié du noyau de plutonium, c'est-à-dire il faut trouver la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux de plutonium sont désintégrés. La moitié. Donc on a lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Donc ça, c'est connu, donc ça, on trouve que T1 demi, elle est égale à 2,8 10 à la puissance 9. Donc ça, c'est tout simplement, c'est facile à trouver. C'est-à-dire, c'est facile normalement parce que tout simplement, elle vient de l'équation ici. On a 1 de t, c'est 1, 0, 1 moins lambda de t. Donc à l'instant n, t est égal à t 1 demi. À l'instant t est égal à 1 demi, le n est égal à 1, 0 sur 2, qui est égal à 1, 0, 1 moins lambda, donc à l'instant t 1 demi. Donc on va prendre, donc on va simplifier par 1, 0, il reste 1 demi, égal à 1 moins lambda, t 1 demi. Donc ln de ce terme-là, donc ln, ça c'est ln népérien. ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. C'est égal à ln de ce terme-là, c'est-à-dire moins lambda, t 1 demi. Donc, c'est simplement, donc le moins, avec le moins, ça reste, donc lambda est égal à ln de 2 sur t 1 demi. Donc ça, c'est une relation fabuleuse, c'est-à-dire connue. L'heure d'une scintigraphie thyroïdienne. On injecte à T0 à un patient un échantillon d'iode 123, qui est 7 millions de becquerels. Donc à l'instant T0, l'iode 123 se répartit à 30% de la thyroïde et 70% dans le reste de l'organisme. On néglige le temps de fixation des noyaux dans la thyroïde, soit A0, l'activité de la thyroïde à l'instant T0 égale à 0. Donc ça, ce sont des données. Donc, l'expression du nombre de noyaux d'iode présentant dans la thyroïde à l'instant T égale à T1 demi. Donc, on sait que le n de t est égal à 1, 0, l'expansion de moins lambda de t, et que l'activité
Par exemple, A0, c'est lambda N0. A de t, c'est lambda N de t. Donc, à l'instant t égale à t1 demi, on a donc N0 sur 2, c'est-à-dire la moitié. Donc c'est-à-dire que N0 est égal à 2 de nombre de noyaux à l'instant t égale à t1 demi. Donc, on a A0 t qui est égal à lambda N0. On va remplacer N0 par ce terme-là. Donc, elle est égale, donc A0 est égal à 2n de t, t1 demi, qui multiplie lambda. Et lambda, ce n'est rien d'autre que ln de 2 sur t1 demi. D'où on aura donc cette expression-là. Donc, maintenant, on va multiplier par l'inverse pour trouver n de t à l'instant t1 demi. Donc, on va trouver que cette expression-là. Donc, concernant la thyroïde c'est cette partie-là. Ça, c'est la tête. Ça, c'est le cou. Ça, c'est l'autre. Donc, la thyroïde, c'est cette partie-là. C'est la partie qui se trouve ici. C'est ça, la thyroïde. Donc, on considère que l'activité d'un échantillon radioactif devient négligeable, donc c'est un échantillon qui est inactif, après une durée de 20 demi-vies, 20 fois T1 demi. Après l'injection, la valeur de l'activité de l'échantillon lorsqu'il devient inactif. Quand est-ce qu'elle va devenir inactive, c'est-à-dire l'activité pour qu'elle soit inactive. Donc, on a A0, ça c'est le donné, c'est 7 millions de becquerels, c'est-à-dire 7 10 à la puissance 6 becquerels. Et on a A de t est égal à A0, l'exponentielle de moins lambda de t. Donc, à l'instant, t égale 20 t 1 demi. Donc, on va remplacer t par 20 t 1 demi. Donc, on aura donc est égal à une constante A'0, c'est pas A0, une constante A'0, et maintenant on va remplacer lambda par ln de 2 sur t1 demi qui va multiplier 20 t1 demi. On simplifie par t1 demi, il reste A', l'exponentielle de moins 20 ln de 2. Donc le A' c'est quoi? Donc d'après l'énoncé, tout simplement ce qui était injecté dans la thyroïde, c'est pas 100%, c'est tout simplement 30%. C'est ça qui est actif. Ça, c'est inactif. Donc, c'est 30% à 0. Et A0, c'est 7 10 à la puissance 6. Donc, après calcul, on va trouver que c'est égal à 2,1.
Donc, parce que ce qu'on veut, c'est la valeur de l'activité de l'échantillon lorsqu'il devient inactif. C'est-à-dire après qu'il est actif à 30% de la thyroïde, après 30%, c'est-à-dire après 30%, c'est-à-dire on va tomber dans les 70% qui va être dissipé dans le corps autre que la thyroïde, autre que cette partie qui se trouve sur le cou. On considère le montage de la figure 1. À l'instant t égale à 0, on place l'interrupteur K en position 1, c'est-à-dire c'est le circuit qui va charger le condensateur. Donc la figure 2 représente l'évolution de UC de T en fonction du temps. Donc la valeur de la capacité est, sachant que le courant, elle est égale à 0,5 mA. Donc, donc ça c'est l'équation Q de T est égale à CUC de T. Donc la dérivée ici, c'est la dérivée ici. La dérivée de ce terme-là, c'est I de T. Donc à l'instant T égale à 0, I de T est égal à S0. Donc on aura donc I0 sur C est égal à DUC sur DT. C'est-à-dire que I0 sur C est égal à delta UC sur delta C sur delta. Donc I0 sur Donc I0 sur C est égal à delta UC sur delta T. Donc on va prendre deux points ici. Donc on va prendre ce point-là, 1 moins 0 sur 4 moins 0. Donc ça, on va prendre ce point-là, c'est-à-dire 4 moins 0 sur 4 moins 0, donc est égal à 1. Donc I0 sur C est égal à 1. C'est-à-dire que C est égal à I0. C'est-à-dire qu'il est égal à 0,5 10 moins 3 farad, qui est égal à 5 10 moins 4 farad, qui est égal à 500 10 à la puissance moins 6 farad, qui est égal à 500 microfarad. Lorsque le condensateur devient chargé, on place K en position 2. On va changer la position, c'est-à-dire que c'est le condensateur qui va se décharger dans la résistance. À un instant pris comme nouvelle origine des dates, T0, la courbe de la figure 3 représente l'évolution du UC de T, c'est-à-dire il y a une décharge. Donc la tension au bord du condensateur s'écrit sous cette forme-là. Donc ça, c'est connu. Donc ça, c'est l'équation de décharge du condensateur. Donc les valeurs de A et de R. Donc le A, c'est connu, c'est E. Le R, on va le débrouiller. Et le R même, on va tout simplement prolonger cette tangente et on va trouver le taux, puis on va déduire le R. Donc, lorsque le condensateur est branché à la position 2 de l'interrupteur, donc on a ce circuit-là. Donc à l'instant t égale à 0, UC de t, 0 c'est A. Lorsqu'on va remplacer par t par 0, ça donne A. Et A, ici, c'est ce point-là. C'est-à-dire c'est 10 volts. On a taux, c'est-à-dire on prolonge ici, on va trouver qu'il est égal à 0,5 secondes, qui est égal à R fois C, c'est-à-dire que R est égal à taux sur C. On a calculé C est égal à 5
500 microfarads, c'est-à-dire 5, 10 moins 4 farads. Donc on va trouver que le R il est égal à 1000 ohms, c'est-à-dire 1 kilo-ohm. Donc d'où A égale à 10 volts et R est égal à 1 kilo-ohm. L'intensité du courant électrique à l'instant T0. Donc on a Q de T est égal à CUC de T. C'est-à-dire que I de T qui est égal à la dérivée est égal à dQ sur dt est égal à CDUC sur dt. Donc la pente de la tangente ici, ce qui est en bleu. Donc la pente est du sur dt, c'est 0, parce que ici, point 10, donc ça c'est 10 moins 0. Ça c'est 0,5, donc ça c'est 10 moins 0 sur 0 moins 5. Parce que le 10 c'est pour 0. Et 0 c'est pour 0,5. Donc on aura donc 0 moins 10 sur 0,5 moins 0 est égal à moins 10 sur 0,5 est égal à moins 20. Donc on a I de T, c'est tout simplement moins 20 fois C. Donc moins 20, on a déjà la valeur de C, donc on va trouver qu'il est égal à peu près à moins 10 milliampères. Maintenant, c'est ce qu'on croit l'énergie. Donc, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T s'exprime par cette relation-là. Donc, c'est tout simplement, donc, on a le C, il faut qu'on cherche le UC, puis tout simplement, on va prendre au carré. Donc, on a l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, et là, cette expression-là. Donc, à l'instant T égale à 0,25, c'est-à-dire ici, si je prends ce point-là. Donc, UC est égal à 6. Tout simplement, pourquoi j'ai pris ce valeur-là? Parce que tout simplement pour utiliser les données ici. Donc, on a l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi. Donc, C, c'est 5, 10 moins 4. Et UC, c'est 6 au carré. Donc, on va trouver qu'il est égal à peu près à 9 millijoules. Donc, à l'instant T égale à 0,25. Donc, l'énergie électrique à l'instant T égale à 0,25. C'est égal à 9 millijoules. Puisqu'elle demande l'énergie à l'instant T égale à 0,25.
Donc, le montage de la figure 1 permet de charger en même temps deux condensateurs, C1 et C2, qui ont même résistance. R1, R2 est égal à R. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Un système d'acquisition permet d'enregistrer l'évolution de UC1 et UC2. Donc, les valeurs de constantes τ1 et τ2 des dipôles R1, C1 et R2, C2. Donc, on a τ1 est égal à R fois C1, qui est égal à 0,3 secondes. On a ça, c'est 0,3. Donc, c'est-à-dire, ça c'est τ1, τ1 c'est ici. Donc, c'est l'intersection de la valeur de UC à l'infini avec l'intersection de la tangente. Elle va donner 0,3. Et pour τ2, c'est RC2, c'est-à-dire ça. Donc on va tracer cette droite-là, puis l'intersection avec la tangente ici, ça nous donne cette valeur-là qui est égale à 1,5. Ou bien on peut raisonner autrement, c'est-à-dire on va utiliser tout simplement la relation UC de T est égal à 63% de E. Donc on va nous donner cette valeur-là, puis on va faire l'intersection. C'est ça, c'est-à-dire parce que 63% de E, ça nous donne 3,78. Donc on trace 3,78 et on a les intersections ici. Ou bien tout simplement parce que ça se voit comme même. C'est-à-dire on va tout simplement tracer ici celle-là et voir par et ça c'est 0,3. Automatiquement on se réfère ici, on va trouver que parmi 0,3 il y a 3 valeurs ici. Donc et par la tangente, on voit que la valeur qui est compatible, c'est 1,5. Parce que la tangente reste toujours coïncidée avec la courbe. Ou bien, comme je viens de vous dire, il y a des... Vous pouvez utiliser la relation UC de T est égal à 63% de E. Il va vous donner 3,78. Donc, on trace 3,78. L'intersection avec la courbe, c'est la première τ1. Ça, c'est τ2. C'est la même chose. Donc, ça, c'est ça. Donc, les capacités C1 et C2 des deux condensateurs sont liées par la relation, donc le couplage entre C2 et C1. Donc, on a τ1 égale à RC1 égale à 0,3. Et τ2 est égal à RC2 1,5. Donc, on va diviser ce terme-là par ce terme-là. Donc, on aura donc RC2 sur RC1 est égal à 1,5 sur 0,3 est égal à 5. C'est-à-dire que C2 est égal à 5, C1. Donc, même j'ai l'écrit ici, j'ai oublié, j'ai l'écrit ici. Donc, UC de T1, donc UC de τ1 égale à 0,63E et est égal à UC de T2. C'est-à-dire, puisque E égale à 6, donc ça donne 3,78. Donc, on trace ici, puis on prend l'intersection. Donc, au lieu de tout simplement tracer les tangentes. Donc, c'est la même chose. Donc, vous utilisez cette relation-là, ou bien tout simplement vous devinez comme suit. Donc, à la fin du régime transitoire, à la fin de la charge du condensateur de capacité C1, la tension aux bornes de condensateur de capacité C2.
Donc, pourquoi je n'ai pas utilisé pour la première question cette notion-là? Parce que tout simplement, on va utiliser ici. C'est tout. C'est pour cela que je ne l'ai pas utilisé pour le premier cas. C'est-à-dire qu'on a E est égal à UC1, L infini qui est égal à UC2, L infini est égal à 6 volts. Donc on a taux 2 sur T1 égale à 5, c'est-à-dire que taux 2 est égal à 5 taux 1. Et à la fin, donc à la fin du régime transitoire, on a UC de taux 2 est égal à 0,63 E. Et UC2 de taux 2 est égal à 0,63 E. C'est-à-dire on va trouver, tout simplement, on a cette équation-là. C'est pour cela que je n'ai pas travaillé avec cette équation pour la première exercice ici. Taux 2 est égal à 5 taux 1. Donc un mélange de volume V égale à 100 ml contient initialement N1 H2O2 qui est égal à 3,10-3 mol d'eau oxygénée et N2 est égal à 5,10-3 mol d'ion iodure et N3H+, qui est égal à 4,10-3 mol d'ion hydrogène. Donc la réaction chimique qui se produit est modélisée par l'équation, c'est-à-dire ces trois substitutions ont formé cette équation-là. Donc le suivi temporel de la formation du diode, c'est-à-dire I2, a permis de tracer la courbe I2 en fonction de T. Donc la valeur de l'avancement final de la réaction est, donc O est égal à XF. Donc, voici l'équation modélisant la réaction. Donc ça, c'est l'état initial. Donc on a les valeurs du nombre de moles. Ça, c'est 0. Donc à l'instant intermédiaire, on va tout simplement ici, on a un X. Si on prend ça, c'est X. Ça, c'est 2X. Ça, c'est 4 10 moins 3 moins 2X, puisqu'on appelle ça les coefficients stéichiométriques. Ça, on appelle les coefficients stéichiométriques. On a ici, donc, ça c'est 5 10 moins 3 moins 2x. Et ça c'est 3 10 moins 3 moins x. Donc à l'état final, on a 7. Tout simplement le x, on va la remplacer par x max. Donc on a 3 xf. On a xf1. Donc est égal à 3 10 moins 3. On a xf2 est égal à 5 10 moins 3 divisé par 2, parce que tout simplement, pour trouver ces valeurs-là, on va mettre 3 10 moins 3 moins xf égale à 0. Ça nous donne ça. Donc 5 10 moins 3 moins 2f égale à 0. Ça nous donne cette valeur-là. Ça, c'est 4 10 moins 3 moins 2f égale à 0. C'est-à-dire que nf est égal à 4 10 moins 3 sur 2. Donc on a 3. Donc on voit que ce qui est plus petit, c'est celle-là. C'est-à-dire que le xf, c'est la valeur de 10 moins 3. Donc xf, c'est 2,10 moins 3 mol. La valeur du temps de demi-réaction, T1 demi. Donc, on a I2 à l'instant T égale à XF sur V. Et le volume, c'est 100 millilitres, c'est-à-dire 110 moins 3.
Donc c'est 2 10 moins 3 sur 110 moins 3, c'est 2 10 moins 2 mol par litre. Et I2 à l'instant T égale à 1,5, c'est I2 de T qui va diviser par 2. C'est-à-dire c'est 10 moins 2 mol par litre. C'est-à-dire c'est 10 qui multiplie 10 moins 3 mol par litre. C'est-à-dire, donc ça c'est 10 millimoles par litre. Donc on va prendre ici le 10, ça c'est 10, ça c'est 5, ça c'est 10. Donc 5, donc 10 donc le 10 millimoles par litre. Et puis on va faire la projection, on va trouver que est égal à 14 minutes. La valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant T0 égale à 0. Note là V0. Donc volumique, la vitesse volumique. Donc on a V0, puisqu'on parle de l'iode I2, donc le coefficient stoichiométrique c'est 1. Donc c'est 1 sur 1, d de I2 sur dt. Et on a la courbe ici. Donc on a dI2 sur dt, ce n'est rien d'autre que la pente de la tangente passant par O. Donc pour trouver cette équation de cette tangente, tout simplement, on va prendre 2 points. Par exemple ici, 10 moins 0 sur 10 moins 0. On va prendre ce point-là. Et ce point-là, ça avec ça. Donc ça nous donne 1 millimole. Litre moins 1, minute moins 1. Donc, tout simplement, donc V0 est égal à ce terme-là. Donc V0, c'est 1 millimole, litre moins 1, minute moins 1. On introduit à la température de 25 degrés C dans un ballon une masse petite m de carbonate de calcium, CaCO3 solide, et on verse à T égale à 0 le volume VA égale à 158 millilitres d'une solution aqueuse d'acide lactique C3H6O3 aqueux de concentration molaire Ca égale à 8-10-2 mol par litre. La transformation chimique qui se produit est modélisée par l'équation schématisée ici. Donc la courbe C-compte représente l'évolution de X en fonction du temps. Donc la valeur de l'avancement final de la réaction, c'est-à-dire XF. XF, elle a une relation avec le X. Donc on a, ça c'est l'équation modélisant la réaction. Donc si on met ici un 0 et ici un 1, on a ici des 0. Donc s'il apparaîtrait ici un X, donc ça c'est un X, ça devient 2X, ça devient X, ça devient 1 0 moins X, ça c'est un 1 moins 2X. Donc tout simplement, donc à l'état final, on a
donc à l'état final, on a ces proportions-là. Donc à l'instant t égale à 1,5. Donc t1,5, ils ont donné qui est égal à 18 secondes. Donc 18 secondes. Donc à l'instant 18 secondes, donc x de t1,5, ici 18, on va trouver qu'il est égal à 1,5 millimoles. Donc le xf, c'est 2 fois x fois t1,5. Donc, c'est-à-dire c'est 2 fois 1,5, c'est 3 millimoles. La valeur de la masse petit m, toujours du carbonate de calcium. Donc, on a XF est égal à la masse de CaCO3 sur la masse molaire de CaCO3. C'est-à-dire que cette masse-là est égale au produit. Donc, on a XEF et on a la masse molaire, elle est égale à 100. Donc, on en déduit la masse du carbonate de calcium, c'est 0,3 grammes. La valeur du volume du dioxyde de carbone formé à l'instant T égale à T1,5, le volume de CO2. Mais à l'instant T égale à T1,5, c'est-à-dire à l'instant 18 secondes. Donc on a XT1,5, c'est toujours 1,5 mmol, puisqu'on parle toujours de T1,5. Donc c'est toujours pour T1,5, c'est 18 secondes. C'est-à-dire XT1,5 est égal à 1,5 mmol, c'est-à-dire est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 mol. Égal à 1,5 10 à la puissance 3 mol. Et donc ça, c'est le nombre de moles, puisque le XT1,5, ça c'est le nombre de moles. Et le nombre de moles pour un gaz, parce que ça c'est un gaz, donc c'est le volume sur le volume molaire. Donc le volume, c'est 1,5 10 moins 3 qui multiplie 24. Donc le volume molaire, c'est 24. Donc on en déduit qu'il est égal à peu près à 36 millilitres. Donc parce que c'est 36 10 moins 3, c'est-à-dire 36 millilitres. L'acide acétylisalicylique de formule C9H8O4, connu sous le nom de aspirine, est utilisé dans de nombreux médicaments pour ses propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. On dissout un comprimé d'aspirine dont le volume V égale à 100 ml d'eau pure pour obtenir une solution aqueuse. La conductivité de la solution S vaut sigma. La transformation chimique qui produit est modélisée par cette équation-là. Donc toujours le sigma, elle est liée à les lambda. On a lambda de ce qui reste. Ça, c'est sigma de la conductivité. Donc, ça, c'est toujours lambda. Sigma, elle est liée à lambda. Donc, on néglige les effets de H en moins sur la conductivité de la solution.
On donne la masse molaire, on donne tout ça. Donc la valeur de la concentration molaire effective en ion oxonium dans la solution S. Ça, c'est l'ion oxonium. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est-à-dire si on connaît ça puisqu'ils ont le même nombre de moles. Donc on a le H3 au plus est égal à sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Tout simplement, si c'est un calcul, on va trouver quelque chose en mètre cube, mol par mètre cube. On sait qu'un litre, c'est 1 décimètre cube, qui est égal à 10 moins 3 mètres cubes, c'est-à-dire qu'un mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. C'est-à-dire, tout simplement, on va prendre cette valeur-là, on va la diviser par 10 moins 3. Donc, c'est-à-dire, on va prendre cette valeur-là, on va la multiplier par 10 moins 3. Donc, ça nous donne 2,92 10 moins 3 mol par litre pour trouver cette valeur-là. Donc la valeur du pH de la solution S, c'est toujours la solution S, c'est-à-dire la solution de l'aspirine. Donc la valeur du pH. Donc, on sait que le pH est égal à moins ln de la concentration de H3O+, qu'on vient de trouver ici. Donc c'est moins ln de cette expression-là. Donc, tout simplement, il faut se référer aux données ici, pour utiliser ces données ici. Donc on va trouver qu'il est égal à 2,55. La valeur, donc maintenant on titre, c'est-à-dire c'est un dosage. On va titrer un volume VA de sodium S. Donc ça c'est le titrage, donc c'est le dosage. On va doser un volume VA de la solution S par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na+, HO- aqueux, de concentration molaire CV, le volume versé à l'équivalence. Donc on va arriver à l'équivalence. Donc le volume versé à l'équivalence, c'est 27,8 millilitres. Donc la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction, c'est donné. Donc ce qu'on veut, c'est la valeur de la masse d'aspirine contenue dans le comprimé étudié. Donc à l'équilibre. Donc le dosage de l'aspirine par la soude, NaOH. Donc à l'équilibre, on sait la relation. Donc CAVA égale à CB VBE. C'est-à-dire que ça, ce n'est rien d'autre que le nombre de moles. Donc CB VBE, c'est le nombre de moles. Donc est égal à la masse sur la masse molaire. Donc ce qu'on veut, c'est cette masse-là. Donc on va prendre le produit des extrêmes. C'est égal au produit des moyens. Donc puisqu'on connaît CB et VBE, donc on déduit tout simplement par le calcul. On se réfère encore aux données parce que 27,8 qui multiplie 9, c'est 250. Donc c'est simplement pour utiliser ces relations, ces valeurs ici. Essayez de débrouiller pour trouver, c'est-à-dire une méthode pour travailler avec ces valeurs qui sont déjà données. Donc ceci, ça nous donne à peu près 250 milligrammes.
Donc la question 51, on considère une solution S aqueuse d'acide monochloroéthanoïque de formule ClCH2COOH de volume V, de concentration molaire C et de pH 2,43. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont, c'est-à-dire, vous servent pour le calcul. Donc la valeur de taux d'avancement final de la réaction A. Donc on a taux, c'est toujours ce rapport-là, c'est X final sur X max. Et on a X final, c'est le produit de la concentration de H3O+, qui multiplié V. Et X max, c'est toujours égal à C fois V. C, c'est la concentration de l'acide. Donc tout simplement, on va faire le rapport. Donc le rapport, c'est taux est égal à ce terme-là, divisé par ce terme-là, on va simplifier par V, on va trouver qu'il est égal à ce terme-là. Et H3O+, c'est 10 moins pH sur C. Donc on a le pH, on a le C. Donc on en déduit le taux. Donc taux est égal à ça, divisé par ça. Donc avec, donc ça c'est 10 moins 2, donc ça devient 10 plus 2. Ça nous donne 10 à la puissance moins 0,43. Et 10 à la puissance moins 0,43, c'est 0,37. Donc on va trouver taux est égal à 0,37. Donc les concentrations molaires des espèces ClCH2COOH et ClCH2COO- dans la solution vérifie l'égalité. Donc ça c'est l'acide, ça c'est la base conjuguée de l'acide. Donc quelle est la relation qui relie l'acide avec sa base conjuguée? Donc on a l'équation ici. Donc ça c'est simplement ça. Donc ça c'est l'état initial, ça c'est l'état intermédiaire, ça c'est l'état final. Donc on a toujours le X max, c'est CV. Et on a ça, c'est égal à ça, c'est égal à XF sur V. Et on a taux égal à XF sur XM. Donc c'est-à-dire on va diviser ça par ça. Ça nous donne donc XF, c'est V fois ce terme-là. Donc ça divisé par V, on va simplifier par V, il reste taux égal à cette concentration divisée par C. Et cette concentration est égale à CV moins XF divisé par V, parce que ça c'est le nombre de moles, ça c'est la concentration, donc il faut diviser par le volume. Donc ça, divisé par le volume, ça donne C, XF sur V, ça c'est ça. Donc on va mettre, donc ceci va nous donner, parce que XF sur V, c'est cette concentration-là. Donc ça, on va mettre C en facteur, donc C facteur de, il reste ici 1, et cette concentration divisée par C. Donc ça, c'est C. Donc ça c'est taux. Donc c'est 1 moins taux. Et C, on peut tirer C. C est égal à la concentration divisée par taux, parce que taux est égal à la base conjuguée sur C. C'est-à-dire que C est égal à la base conjuguée sur taux. Donc on remplace C par ce terme-là, et bien on va trouver cette partie-là, c'est-à-dire que l'acide, la concentration, est égale à 1 moins taux sur taux, qui multiplie la concentration ici. Donc ça c'est 1 moins, puisque taux est égal à 0,37, donc c'est tout simplement, on va trouver que
0,63 sur 0,37, c'est-à-dire 63 sur 37, qui va nous donner à peu près 1,7. Donc autrement dit, donc l'acide est égal à 1,7 de sa base conjuguée, c'est-à-dire sous forme de concentration. On introduit initialement dans un becher une solution aqueuse d'acide méthanoïque, HCO2H, et une solution aqueuse d'éthanoate de sodium. Les deux solutions ont même volume V et même concentration molaire C, donc c'est un mélange équimoléculaire. On a les mêmes quantités. Donc la transformation chimique qui se produit est modélisée par l'équation ici. Donc ils ont donné le Ka ici, racine de 10 et ce valeur-là. Donc l'expression du taux d'avancement final à l'état d'équilibre du système. C'est-à-dire la relation qui roule les taux avec la constante d'équilibre. Ça, c'est la constante d'équilibre. Donc on a, ça c'est l'équation modélisant la réaction. Donc c'est-à-dire que K est égal à cette concentration qui multiplie cette concentration sur cette concentration qui multiplie cette concentration. Et taux, c'est tout simplement qu'on vient de voir avant, c'est l'un des deux, c'est-à-dire ça sur C ou bien ça sur C, c'est la même chose. Et on a ici, encore, puisqu'il est équimoléculaire, donc ça, ils ont le même nombre de moles. Donc, c'est-à-dire que ça est égal à ça. On vient de voir qu'il est égal à 1 moins taux sur taux, qui multiplie ce terme-là. Donc ça, c'est la question précédente, c'est celle-là. Donc, on trouve ce terme-là. Donc le K, donc puisqu'il est équimoléculaire, donc puisqu'il est équimoléculaire, donc le K égale à ce terme au carré, c'est-à-dire puisque ça égale à ça et ça égale à ça. Donc le carré ici sur le carré ici. Donc c'est le carré. Donc le carré, c'est-à-dire c'est ce terme-là, c'est-à-dire K, elle est égale à taux au carré sur 1 moins taux au carré. Donc tout simplement parce qu'on va remplacer ça par ça. On va faire une simplification. Donc on va trouver qu'il est égal, puisque ça c'est l'inverse. Puisqu'on a ici ACO de moins. Donc ça est égal à taux qui multiplie ça sur 1 moins taux, c'est-à-dire au carré ici. Donc c'est-à-dire on a K est égal à taux au carré sur 1 moins taux au carré. C'est-à-dire que taux sur 1 moins taux est égal à racine de K, donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et on va sortir le
taux est égal à racine de k sur 1 plus racine de k. Donc, la valeur du taux d'avancement final de la réaction. Donc, tout simplement, c'est une application numérique. Et la valeur de la constante d'acidité, c'est-à-dire le Ka2, puisqu'ils ont donné déjà le Ka1. Donc, on va faire les deux exercices. Donc, ça, c'est une application numérique, puisqu'on connaît le K. Et ça, on va le calculer grâce à, c'est-à-dire, on va démontrer la formule pour trouver la relation entre Ka2 et Ka1. Donc ça, c'est une application numérique. Donc racine de 10, ils ont donné qu'elle est égale à 3,16. Ça, c'est le cours ici. Et cette relation-là, ils ont donné cette relation-là. C'est-à-dire, si vous tombez dans cette relation-là, vous pouvez l'utiliser encore. Donc ça, donc ça est égal à ça. Donc ça, c'est ça. Donc on va utiliser cette relation-là. On va trouver qu'elle est égale à 0,76. Donc, on a le cas. Le cas, c'est cette concentration qui multiplie cette concentration sur cette concentration qui multiplie cette concentration. Donc, on va prendre ce terme-là, on va le multiplier par H3 au numérateur et au dénominateur. Donc, puis, on va entourer les Ka. Donc, le Ka1, c'est ça. C'est CH3CO2 moins AQ qui multiplie H3 plus AQ sur ce terme-là. C'est-à-dire ça, c'est l'inverse, c'est Ka1. Et Ka2, c'est la base qui multiplie l'acide divisé par l'acide. Donc, et Ka2, c'est la base conjuguée qui multiplie H3 au plus divisé par l'acide. C'est-à-dire que ça, c'est Ka2 sur Ka1. Donc, K égale à Ka2 sur Ka1. Donc, Ka2 est égal à K pour K1. Donc, on connaît le K et le Ka1. Donc, on peut déduire que Ka2 est égal à 10 moins K. Tout simplement, il faut essayer de trouver la relation ici. C'est facile, c'est tout simplement, il faut multiplier par H3 plus, le numérateur et le dénominateur, et chasser le Ka1 et le Ka2. Il ne faut pas tomber dans la piège. Il faut toujours, c'est toujours le Ka, c'est la base conjuguée fois H3 au plus divisé par l'acide. C'est ça le Ka.
Donc, certains produits pharmaceutiques sont fabriqués à partir de l'étamine, c'est-à-dire l'éthylamine, de formule chimique C2H5NH2. C'est un dérivé de l'azote, qui est une base selon Brønsted. Donc, on prépare une solution aqueuse SB, d'étamine de concentration molaire CB et de pH 11,5. C'est parce que c'est une base, donc le pH il est supérieur à 7. Donc on donne le pKe, on donne des valeurs ici. Donc la transformation chimique qui a eu lieu lors de la préparation, de la solution SB est modélisée par l'équation. Donc quelle est l'équation qui modélise la transformation chimique parmi les 5 équations proposées? Donc ça, tout simplement, il faut se référer à le mot Brønsted. Donc selon Brønsted, qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base, c'est celle qui donne H2, c'est la base, c'est elle qui donne HO- avec un acide conjugué de la base. Donc ici, on ne voit pas de HO-. Donc le A a éliminé. Le C a éliminé. Le E a éliminé. Il reste tout simplement le B et le D. Il reste le B et le D. Donc, par comparaison de B avec D, on voit ici que cette partie-là, c'est pas équilibré au niveau de la charge. On est ici moins avec moins, ça n'a rien, ça n'a aucune signification. Donc il reste tout simplement le A. Ici on a un plus avec un moins, donc ça c'est équilibré. Donc d'où c'est l'équation B qui régit la transformation chimique. Donc il faut cocher B. Donc j'ai expliqué ici. Donc on a selon Brønsted, donc il faut qu'on a cette équation-là. Donc B, ça c'est la base, ça c'est l'acide conjugué de la base. Donc il faut qu'on trouve OH- ici. Donc il faut que l'élément ici, c'est un acide, mais il doit porter une charge. Donc c'est B. Donc l'expression du taux d'avancement final de la réaction. Donc on a l'équation B. Donc on a XF, c'est tout simplement OH- qui multiplie V. Et le XM, c'est CB qui multiplie V. Donc le taux, c'est XF sur X max, donc c'est ce produit-là, c'est-à-dire c'est OH- sur CB. Donc OH-, c'est égal à 10 moins POH. C'est pas le pH, c'est POH. POH. Donc, on sait que le produit H3 au plus OH- égale à KE. C'est-à-dire que est égal à 10 moins 14. Donc, on va prendre le ln. Donc, le moins ln de ce terme-là est égal à moins ln de ce terme-là. Donc, moins ln de ce terme-là, c'est moins ln de ce terme-là, moins ln de ce terme-là est égal à moins ln de ce terme-là, c'est-à-dire est égal à moins, est égal à pKe. Donc, ça c'est PaOH, ça c'est le pH, ça c'est le pKe. C'est-à-dire le POH est égal à le pKe moins le pH. Donc, on va le remplacer ici. Donc, et ça n'a pas d'importance, donc je vais l'éliminer. Donc, taux est égal à 10 moins pKe moins pH, c'est-à-dire 10 à la puissance pH moins pKe sur CB. Donc, on va trouver cette expression-là.
Donc la valeur du taux d'avancement final de la réaction. Donc ça c'est facile puisqu'on a déjà l'équation, donc on va trouver le taux. Donc on a cette expression-là, donc ça c'est facile. C'est une application numérique. Donc on a le pH égal à 11,5, on a le pKe, ça c'est 14. Donc parce que le KE c'est 10 moins 14, donc moins ln de 10 à la puissance moins 14, c'est 14. Donc 11,5 moins 14, c'est moins 2,5 sur 2, 10 moins 2. Donc on va, donc 10 moins 2, c'est 10 plus 2. Donc ça nous donne 1 demi, 10 à la puissance moins 0,5. Et cette valeur-là, ils ont donné comme donné ici. Donc on va trouver le taux, donc c'est facile à... Donc on va trouver qu'il est égal à 0,158, c'est-à-dire 0,60. Donc c'est 0,16. Donc, avant la dernière équation, avant la dernière question, la valeur des quotients de réaction QR équivalent à l'état d'équilibre du système. Donc, le QR équivalent. Donc, la différence entre QR équivalent et la constante d'équilibre, c'est que la constante d'équilibre, c'est tout simplement, c'est-à-dire c'est QR divisé par la concentration de l'eau. Donc, on va calculer le QR équivalent ainsi que le Ka de cet acide-là. Donc, on va traiter les deux questions. Donc, voici la base. Donc, ça à l'état initial, ça à l'état intermédiaire, ça à l'état final. Donc, le QR équivalent, c'est cette partie-là. Donc, c'est la concentration ici, comme si la concentration ici, divisé par la concentration ici, avec la concentration de l'eau, mais il n'a pas d'importance. C'est-à-dire, c'est... Donc, ça, XF, XF, c'est-à-dire ils sont les mêmes, c'est-à-dire on va la prendre au H moins au carré. Ça est égal à ce terme-là moins ce terme-là. Et ce terme-là, c'est XF, c'est-à-dire c'est OH moins. Donc est égal à CV moins OH moins. Et on a taux est égal à XF sur X max. Donc il est égal à OH moins 1 V sur CB V. Donc après simplification par V, elle reste égal à OH moins sur CB. C'est-à-dire que OH- est égal à taux poids CV. Donc on va remplacer OH- par taux poids CV. Donc on aura donc QR équivalent, donc OH- c'est taux poids CB au carré, et ça c'est CD moins taux poids CB. Donc on va tout simplement mettre CB en facteur ici, puis on va simplifier, le reste taux au carré CB sur 1 moins taux. Donc QR équivalent, c'est ce terme-là. Donc maintenant, on va tout simplement faire des calculs en se référant aux les choses qui ont été proposées
l'énoncé pour faciliter le calcul. Donc, c'est tout simplement essayer de les arranger pour trouver le QR équivalent. Donc, ça, c'est K. Ça, c'est QR équivalent, c'est K. C'est la constante K. On ne tient pas de H2 liquide, donc ça ne dit absolument rien. Donc, tout simplement, je l'écris ici. Maintenant, on va calculer le Ka2. Donc maintenant, on va prendre l'acide conjugué. C'est lui qui va nous donner la base. Donc le Ka de cette réaction, c'est cette concentration qui multiplie cette concentration sur cette concentration. Donc je vais multiplier par OH- les deux termes de ce quotient-là. Donc ça, c'est Ke. Et ça, on vient de voir, ça, c'est QR équivalent, c'est-à-dire c'est l'inverse. Ça, qui multiplie ça divisé par ça, ça nous donne QR équivalent. Donc on aura donc Ka égale à Ke sur QR équivalent. Donc on a le Ke, on a le QR, on vient de trouver. Donc tout simplement est égal à 1 sur, donc est égal à 1 sur 6, 10 à la puissance moins 10. Donc 1 sur 6, ça nous donne 1,160 avec 10,6, donc c'est à peu près 1,167. C'est-à-dire 0,167 et 10 à la puissance moins 10. On va essayer d'écarter la virgule ici, c'est 1,67, 10 à la puissance moins 11, pour trouver la valeur tabulée ou bien donnée dans l'énoncé. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.